maintenant, vous avez l'habitude de voir notre invité dans des situations drôles, comme maintenant, dans des moments de comédie, dans des ambiances joyeuses et festives, jeux télé, spectacles, films ou séries comiques. Et c'est vrai que le rire fait partie intégrante de son art, de son quotidien d'acteur, d'animateur et d'humoriste. C'est par le rire que nous l'avons découvert et apprécié. Beurre sur la ville, Nos chers voisins, Vendredi tout est permis, Astérix et Obélix. Aujourd'hui, dans son spectacle, le rire est toujours là, mais il y a autre chose. Il y a ses joies, ses peines, ses épreuves d'artiste, ses souvenirs d'enfance, ses tourments de fils. Alors, on rit toujours, mais on rit avec le sentiment d'apprendre à mieux le connaître, avec l'impression de découvrir l'homme derrière le comédien, le monsieur derrière le jeune premier qu'il n'est plus vraiment. Pourquoi avoir d'ailleurs choisi le rire au départ comme vecteur de communication avec nous, son public? Le rire était-il la seule porte d'entrée vers le monde du spectacle? Faire rire pour se faire une place, est-ce le lot de tous les comédiens qui viennent de la banlieue? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Issa Doumbia. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat. J'ai bien compris que l'interview n'allait pas se passer comme d'habitude. D'ailleurs, je n'ai plus rien à dire. Vous avez tout dit sur moi. J'ai tout dit. Merci, au revoir. Au revoir. Heureusement que vous n'êtes pas branché. Allez, merci. Restez avec moi. À bientôt. Salut. Merci de nous avoir fait perdre les précieuses secondes de l'émission. Ça ne va pas se passer comme d'habitude. Je suis désolé. Alors, en tout cas, vous êtes présenté comme le mec toujours très sympa auprès du public. Aujourd'hui, c'est Monsieur Doumbia qu'il faut vous appeler. C'est le titre de votre spectacle. Il faut m'appeler. Non, je pense pas. C'est pas genre le nouveau titre que je veux vraiment imposer. C'est ce que je suis devenu. C'est vrai que dans l'intro, ce que j'entendais, c'est vraiment l'évolution. Tout ce parcours que j'ai vécu, c'est-à-dire de tout petit à aujourd'hui, toutes les épreuves que j'ai pu connaître. Parce que souvent, ce qu'on se dit, c'est quand on voit un artiste, on se dit, il est là, il a toujours été là. Mais d'où il vient? Et c'est ce que je voulais expliquer justement à mon public en créant ce spectacle. Vous dites tout de même, en devenant Monsieur Doumbia, et grâce à une barbe blanchissante, je suis enfin pris au sérieux pour des rôles d'adultes. Ça veut dire que quand même ça change quelque chose aussi dans le monde du spectacle, de vieillir, d'être pris un peu au sérieux, peut-être d'avoir d'autres rôles que celui du jeune mec sympa, quoi. Évidemment, le physique joue beaucoup dans ce métier. C'est-à-dire que pour jouer un papa, aujourd'hui, il y a genre des codes qui, pour moi, sont un peu faux parfois. Mais j'ai fait un casting un jour pour un rôle et vu que j'avais pas la barbe, je jouais hyper bien pour le réalisateur. Il m'a dit, mais c'est parfait, mais tu fais trop jeune. Donc du coup, j'ai dit, ouais, mais j'ai l'âge d'être papa en vrai. Il me dit, ouais, mais je pense que le spectateur ne va pas y croire. Et je pense que c'est des codes comme ça qu'il faut casser. Et c'est aussi ce que je raconte dans mon spectacle, c'est que physiquement, moi, aujourd'hui, je suis pas un mannequin, mais j'ai pu faire plein de choses à travers mon métier et prouver que, justement, il n'y avait pas forcément de règles. Vous auriez envie de jouer quoi aujourd'hui? Des rôles plus dramatiques? James Bond. Pourquoi pas? Vous avez rigolé, ça me vexe. C'est vous qui avez ri d'abord, c'est pas moi. Non, mais vraiment, en fait, on peut jouer plein de choses, mais je crois que j'aimerais jouer vraiment des rôles où, justement, on est plus dans l'apprentissage du personnage que survoler une histoire. Vraiment, il y a une série que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Empathie. Oui. Et je trouve qu'elle est... Avec Thomas N'Gijol. C'est ça, elle est formidable pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui est très fort dès le début dans la série et au fur et à mesure, on découvre tout ce qu'elle est. La profondeur de ce qu'elle est. C'est intéressant que vous preniez cet exemple, parce que Thomas N'Gijol est aussi connu pour faire plutôt des comédies, et là, il est dans un rôle vraiment dramatique. C'est typiquement le genre... Je lui ai envoyé directement un message, parce que Thomas, c'est un exemple pour moi aujourd'hui. Il vient de banlieue, tout ça, et on est passé aussi au Jamel Comedy Club, on s'est côtoyés, et moi, ça reste un exemple pour moi, c'est un grand pour moi, donc quand je le vois dans cette série... D'ailleurs, c'est lui qui m'attire vers cette série-là. Je pense que j'aurais pas regardé si... peut-être le titre m'aurait appelé. Série de Florence Longpré, et avec Florence Longpré, qui est l'actrice principale avec Thomas N'Gijol. Et du coup, ça m'a attiré, j'ai regardé, et tous les personnages
justement, on les découvre au fur et à mesure et c'est ce que j'aime bien. Mais ça veut dire que dans l'humour, on propose souvent des rôles un peu superficiels? C'est ce qu'on peut reprocher à la comédie aujourd'hui? On est beaucoup dans un truc gaguesque, j'ai envie de dire. Faut que ça soit tout de suite le rire et on n'a pas le temps de développer quelque chose. C'est tout de suite, faut faire rire. Et moi, j'aime bien ce côté où, ouais, on peut rire, mais d'un coup, on peut passer à un autre sentiment et repasser au rire. Moi, j'aime bien ça. Et est-ce que l'humour, c'est un peu le passage obligé pour les comédiens, comme vous dites, qui viennent de banlieue? Est-ce que c'est par là, c'est la porte d'entrée pour arriver au monde du spectacle? Non, Pas forcément. non, je pense pas. Parce qu'il y a des comédiens vraiment qui sont passés par d'autres. Tahar Rahim, je pense qu'il n'est pas passé par l'humour. On a d'autres exemples, mais je sais qu'à Trappes, les plus grands comme Omar ou Jamel sont passés par l'humour, mais aujourd'hui on peut voir que tous les deux, d'ailleurs même à l'époque, Jamel il avait fait un film avec Luc Besson, Léon je crois, non je sais non, plus, c'est pas dans Léon, non pas Léon, je sais, dans Amélie Poulain. Non, dans Amélie Poulain, mais il y a un autre film où il est tout seul dans Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, mais où on voit son côté vraiment, son clown triste, quoi. Et on se dit, ah ouais, Jamel est capable de jouer ça. Omar, on a vu aussi dans plein de rôles aujourd'hui. Donc, ouais, dans la banlieue, on peut jouer beaucoup, beaucoup de choses. Le problème d'évoluer dans le monde du rire, c'est qu'on vous associe souvent au stand-up. Alors que vous dites, il y a une vraie différence aujourd'hui entre ce que vous faites, votre spectacle, et le stand-up, ça n'a rien à voir. C'est quoi la différence, les gens? En fait, aujourd'hui, dès qu'on voit un humoriste, on dit stand-up. Sauf que, en fait, le stand-up, c'est une pratique que je respecte et qui est très compliquée, très, très forte. C'est avoir un micro et être debout, comme le nom l'indique. Sauf que moi, c'est vraiment... Il y a tout un décor autour, il y a toute une histoire, il y a des personnages qui sont joués, c'est un fil conducteur. Sauf que le stand-up, ça peut être... il y a un rythme à respecter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rires assez répétitifs. D'accord. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien installer quelque part, le rire qui peut venir avec... des rebondissements à un moment, il peut y avoir aussi des émotions différentes. Bien sûr. Et dans mon spectacle, justement, c'est à la sortie de ça, on se dit waouh. Souvent, les retours du public, c'est je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas aussi parce qu'il y a des effets aussi. On joue avec la lumière, on joue avec des écrans, on joue avec de la vidéo. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce spectacle. Et puis vous dites que vous êtes un conteur, et j'ai trouvé le mot très joli, et c'est d'ailleurs un peu comme vos ancêtres, parce que j'ai lu, vous allez me le confirmer ou pas, que du côté de votre mère, il y avait ce qu'on appelle des griots. C'est ça. Des poètes, des musiciens qui déclament les histoires d'Afrique et qui valorisent les héros venant d'Afrique. Donc vous êtes un conteur un peu comme vos ancêtres, au fond. Quelque part, oui. Pour moi, ça en fait partie. C'est en moi. C'est quelque chose qui n'étonne pas ma famille, quelque part. Ah ouais. Oui, j'ai découvert ça parce que les griots, c'est vraiment pour moi, des intermittents du spectacle, quelque part, qui se déplacent un peu partout pour organiser des baptêmes, pour des mariages, pour en fait tout ce qui est festif, où on doit glorifier genre une famille, et ils sont présents. Donc, quelque part, c'est un peu mon métier, quelque part, de montrer aussi que, genre... on peut attirer du monde, faire rire du monde. Tout ça, ça y ressemble. Et de raconter des histoires. Et surtout de raconter des histoires. J'ai une archive à vous proposer, Issa Doumbia. Je vais la mettre entre vos mains et puis je vais la décrire pour les gens qui nous écoutent. Elle n'est pas bien vieille, celle-ci, et elle va vous parler. C'est François Hollande, le 7 février 2014, à Trappes, justement. Ouais. Vous en parliez lors d'un concours d'improvisation théâtrale organisé dans le cadre de la 4e édition du Trophée Culture et Diversité. On y aperçoit Jamel Debbouze, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, un des maîtres de l'impro. Les matchs d'impro, ça vous rappelle quelque chose ? C'est un beau souvenir? C'est ma vie. C'est ma vie. C'est là où j'ai commencé à vraiment sentir ce sentiment d'exister aux yeux des gens. C'est bizarre, mais j'arrive en 6e, je suis très, très timide. Donc j'arrive en 6e et c'est... je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sentiment quand on est le plus grand en primaire, donc on est respecté de tous, et d'un coup on passe dans un nouvel établissement où
On on est le est plus petit. complètement perdu parce qu'on est le plus petit. Et ben moi, j'ai fait ce passage-là. Je suis arrivé, j'étais très timide et j'ai fait un spectacle d'impro Mmh. et je me suis retrouvé avec des troisièmes et je suis devenu populaire parce que Ah. j'ai fait de l'improvisation et j'ai pas compris. Donc, c'est-à-dire, je suivais les plus grands parce que l'improvisation m'avait ouvert des portes. Notamment avec la troupe qui est devenue une référence en matière d'impro, c'est Déclic Théâtre, créé Exactement. à Trappes, par laquelle sont passés Jamel Debbouze, Sophia Aram, Arnaud de Samer, Laurent Ournac. Oui. C'est la meilleure école possible, Jeanne l'improvisation? Boudili, beaucoup d'autres, Mathieu Longat, Antoine Rabot, Laurie Perret. Il y en Ouais. a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup qui Qu'est-ce sont que ça passés. apprend à ce point-là, l'impro? Parce que ça semble, de l'extérieur, quand on n'est pas du tout comédien, on a l'impression que c'est vraiment un saut dans le vide, hein, Moi, sans j'ai texte. l'impression qu'on nous montre avec l'improvisation que c'est possible. Bizarrement, c'est le monde du théâtre, on se dit: «Ah, quelque part, est-ce que c'est pas, apprendre des textes, Mmh. être comme ci, comme ça?» Donc nous, on arrive et on nous dit: «Bah, on a besoin de rien. On a besoin de toi pour développer ton imaginaire». Donc Mmh. on nous montre toutes les possibilités avec, cet art. Mmh. C'est-à-dire que on n'a pas de costume, rien, on a juste un maillot de hockey et avec ce maillot-là, on nous apprend à créer plein de choses, Mmh. à faire des cheveux, à faire, je sais pas, À raconter une histoire. une voile, plein de choses, Ouais. à raconter une histoire Ouais. avec très peu d'éléments. Ouais. Donc quand on grandit, on se dit: «Ah mais j'ai réussi à faire ça sans rien. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus de moyens parce que, bah, je peux écrire, les blagues que je faisais en impro, je peux, avoir d'autres auteurs qui peuvent m'aider, je peux avoir, un décor, je peux avoir des costumes, je peux avoir tout un tas de trucs qui font Mmh. que mon histoire est beaucoup plus réelle pour les gens». Donc je trouve que c'est une bonne entrée et pour beaucoup d'autres, métiers que le théâtre, hein, mais l'improvisation théâtrale, permet d'avoir une ouverture, assez forte. Et comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit que vous vouliez, faire de la scène? Au début, ils ont peur, mais je pense que c'est la peur des parents de se dire: «Ouais, c'est un métier, qui est pas très sûr, quelque part». Et ils ont raison, hein. Mais c'est, tout leur montrer toute la volonté que j'avais de réussir Mmh. et ils m'ont accompagné et surtout, mes frères et sœurs étaient là aussi pour, montrer aux parents ils allaient me soutenir, qu'ils allaient un peu, cadrer le truc. Mmh. Je me suis battu, pour prouver que je voulais faire ce métier, à mes parents. Sur votre père qui est décédé en 2023 et dont vous parlez dans votre spectacle, vous dites qu'il était votre meilleur ami et qu'il a toujours été fier de vous. Vous dites: «Ce qu'il me disait, c'était de toujours être franc avec les gens, de toujours être respectueux, de ne Mmh. jamais faire les choses qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse». C'est le message qu'on peut aussi envoyer aujourd'hui à la jeunesse, aux jeunes? C'est le message que vous avez envie de porter? Moi, je dis qu'il faut toujours, diriger les plus jeunes Mmh. en leur expliquant, mais pas on peut pas forcer. C'est-à-dire que quand on force des gens, à un moment, on a un peu, quand on est ado, on a l'esprit de contradiction. Donc du coup, si on nous impose quelque chose, Mmh. on va tout de suite, dire: «Bah non, je vais le faire». Alors que si on est dans le partage, dans l'échange, dans l'explication, tout ça, je pense qu'il y a un autre regard. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette société, c'est ce qu'il faut, être à l'écoute des ados, Mmh. parce que souvent, on leur impose des choses et ils savent, enfin, comment dire? Ils ont une réflexion beaucoup plus mature Ah oui. qu'on pourrait, On les imaginer. prend un peu pour des idiots? C'est ça et souvent on leur parle un peu, on les amoindrit alors qu'ils Mmh. sont, quand même quelque part, si on regarde bien, on donne un smartphone à un ado, «Comment on fait pour aller?» Moi je les vois, hein, les parents, «Je sais pas comment», alors que eux c'est en 3 secondes. Ouais. Donc quelque part, c'est qu'ils ont une sorte d'intelligence que nous on n'a plus ou c'est pas les mêmes réflexes donc Ils je ont des pense choses à nous apprendre. qu'ils ont aussi des choses Mmh. à apprendre, Mmh. à nous apprendre. Vos parents venaient du Mali. Je crois que vous êtes le seul de votre famille à être né en France. C'est ça. Vous avez grandi à Trappes. Votre père était taxi la nuit. Je le voyais suer pour remplir le frigo, dites-vous. Des conditions financières pas évidentes. Vous êtes aidé par les Restos du Cœur, les dettes, les huissiers, les coupures d'électricité. Ça fait un peu partie de votre quotidien. Ouais, Est-ce
c'est mon histoire. Est-ce que ce manque a pu être un moteur? Est-ce que ça a créé une envie de revanche sur la vie? Pas pour moi, Non? peut-être pour mes frères et sœurs, D'accord. mais moi j'ai été assez protégé, mais j'ai connu ça. C'est-à-dire que, je comprenais pas forcément, mais je l'ai vécu en me disant: «Ah ouais, on peut venir, prendre des trucs à la maison, parce qu'on n'a pas payé». OK, mais pour moi, j'avais aucune notion de l'argent, tout ça. Mmh. Donc c'est en grandissant que, oui, ça a un impact sur moi où je me dis: «Ah ouais». Mais il y a les Restos du Cœur, je sais que j'aimais pas y aller parce que ça faisait vraiment, la famille pauvre, quoi. C'était ça Mmh. me je portais des sacs et je voyais genre, d'autres personnes que je connaissais, mais on s'en est jamais parlé. C'est-à-dire Mmh. qu'on se croise là-bas, on prend des choses là-bas et quand on retourne chez nous, bah, ça n'a jamais existé. Mmh. Donc c'est des trucs où ça marque, quand on est tout petit, mais derrière, ce qu'on a juste envie peut-être le truc qui fait, c'est qu'on n'a pas envie d'y retourner. Donc on fait Ouais. tout pour pas y retourner, Mmh. inconsciemment. Mais Sortir de sa condition sociale, ça reste quand c'est même ça, un objectif, ouais. mais ça reste pas un truc où moi j'ai pas honte de ça Mmh. et au contraire, je me dis, heureusement qu'il y a des associations comme les Mmh. Restos du Cœur pour, certaines personnes. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il se lance dans la vie? Heu, crois en toi. Crois en toi, ouais, je pense que c'est plus ça que j'aurais dit, à l'époque, parce que j'étais vraiment pas très sûr, de ce que je pouvais être, Mmh. du potentiel que j'avais. Je me laissais, assez guider, assez porter et aujourd'hui, ouais, je suis plus confiant. Mmh. Dans Monsieur Doumbia, vous livrez plein de choses de vous, pas seulement l'enfance, les épreuves que vous avez aussi affrontées en tant que comédien, qui n'est pas un métier tout rose, vous l'avez un Mmh. peu dit en introduction. Et vous avez subi des choses comme le racisme, la grossophobie. Vous dites que vous savez vous défendre et que vous vous laissez pas faire. Est-ce que ça ne provoque jamais ou ça n'a pas provoqué en vous de colère, de ressentiment? Même pas mal, Issa Doumbia? En fait, je crois que j'ai pas vécu comme, les anciens. C'est-à-dire que mes parents ont vécu, ça, Quand vous dites ça, fortement, c'est quoi? Le le racisme? racisme, Ouais. fortement. Ensuite, il y a mes frères et sœurs qui sont arrivés aussi avec mes parents, mais du coup, qui se défendaient différemment. Et Mmh. il y a eu moi derrière. Mmh. Donc, quelque part, il y a plein de générations où moi, aujourd'hui, bah, on voit très bien, on est toute ma génération, on parle. C'est-à-dire, on n'est pas content, on le dit. Et ceux d'en dessous, alors ils sont encore plus énervés. Donc, plus on avance dans le temps et plus les gens disent les choses. Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, il y avait des choses où, genre, c'était assez fou pour les gens, mais c'est pas si vieux. Quand on prenait le métro et qu'il y avait un noir et une blanche, genre, qui étaient ensemble, bah, les gens, ils les regardaient comme ça dans le métro. Alors que, Ah oui, le regard sur aujourd'hui les couples mixtes. ah ouais, Ouais, ouais. sur les couples mixtes, Pour vous, c'était ça a changé ça aujourd'hui? mais ça n'existe même plus Mmh. et aujourd'hui, quand on voit un couple mixte, on s'arrête pas. Mmh. Alors qu'à l'époque, quand je devais avoir, 5-6 ans, les gens, ils s'arrêtaient dans le métro, dans la rue, c'était fou, quoi. Mmh. Donc je dis ça, c'est il y a plus de 35 ans, c'est fou de dire ça, mais ça a existé, quoi. Qu'est-ce que vous avez pris comme remarque, vous? Même si elles vous ont pas spécialement touché, qu'est-ce Moi, que il y vous a avez. des choses qui se sont passées. C'est déjà un réalisateur, qui m'a fait une remarque un jour, mais malheureusement, il a bien vu que j'étais pas quelqu'un qui se laissait faire. Donc Ouais. je suis intervenu comme Ouais, parce que vous je avez de dev la répartie, ouais, vous avez les mots pour oui le dire. et c'est Ouais. fou parce que c'était un réalisateur qui faisait peur à tout le monde et le jour où, j'ai fait ça, où je lui ai répondu, où Mmh. j'ai pris, le cran de lui répondre et avec, la colère que j'ai eue, sur sa réflexion qui me disait j'entendais derrière, le combo dire: «Ouais, mais il a un regard banania. Il a un sourire banania» et je dis: «Quoi?» et en fait, là, c'était la folie pour moi. Donc je suis parti le voir directement et je me suis pris la tête avec lui et il pensait pas que j'allais répondre et il pensait Mmh. pas que je l'entendais. Donc du coup, je suis parti et genre je me suis expliqué avec lui. Sur le coup, il s'est pas excusé parce qu'il voulait toujours, garder son côté fier devant tout le monde Mmh. et à la suite de ça, ben, en fait, il me parlait sur, un autre ton. Il avait changé sa manière de faire avec moi. Il me laissait plus de liberté dans le jeu, dans plein de choses
parce que j'avais répondu et que je lui avais montré que ça se passait pas comme ça. Donc c'est ça le message qu'il faut adresser à ceux qui sont timides ou qui n'ont pas forcément les mots pour répondre Ah, faut toujours répondre. Ouais. Faut toujours répondre. Faut pas se laisser faire quelque part. Faut trouver, ça sert à rien de trouver, enfin, d'y aller avec, la violence. Mmh. Le plus intelligent, c'est de remettre à la place les gens avec, les mots. Mmh. Mmh. Et ça, j'ai de la chance d'avoir fait de l'improvisation théâtrale Eh oui. parfois pour jouer de ça. Et il y a des films pour moi qui me parlent tellement. Moi, je prends toujours cet exemple-là quand on m'a toujours fait des critiques, sur mon physique et tout et moi, ça me fait rien, vraiment. Mmh. Et quelque part, j'ai vu le film de Eminem, où il prend le micro, il se détruit tout seul et il laisse le micro et dit à l'autre: «Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire?» Ouais. Il y a rien à dire Il en coupe face. l'herbe sous le pied. Donc en gros, c'est Ouais. si nous-mêmes, on arrive à nous si j'arrive à me critiquer moi-même, Mmh. bah, en face, qui va dire quelque chose? Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup l'autodérision. Mmh. Quelque part, ça m'a toujours, aidé à avancer, dans ma vie. Vous avez eu aussi cette phrase, une phrase que j'ai trouvée très, très forte. Vous dites: «Quand on est gros, le harcèlement ne commence pas à l'extérieur, mais dans la famille». Ça, c'est vrai. Et je trouve que c'est rarement dit qu'effectivement les premières humiliations, elles se passent quand même souvent à la maison, parfois avec, papa ou maman qui peuvent être indélicats ou des frères et sœurs. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la famille, on ne se rend pas compte, mais on a des surnoms. On a tous des surnoms dans une famille, un cousin ou quoi que ah, le relou, le ceci, et physiquement, «Eh la grosse, eh le gros», ces petites appellations, parfois, on s'en rend pas compte, mais ouais, ça existe dans la famille. On nous appelle régulièrement comme ça et ça a souvent des impacts sur les gens. Ils se rendent pas compte et parfois, ça nous aide. Moi, je sais que ça m'a aidé quelque part parce que Ah, ma ça vous sœur a appris la répartie? ah oui, ma sœur, qui me lâchait pas avec une chanson, tout le temps. Donc du coup, au début, c'est vraiment ça m'atteignait, Ah ouais? mais vraiment mais j'étais petit, hein. Ouais, ouais. Et à un moment, en fait, j'ai décidé de plus avoir, mal quand elle me Mmh. chantait cette chanson et ça a été que j'ai commencé à lui chanter aussi des chansons et elle en trouvait des nouvelles, j'en trouvais des nouvelles et on Ouais. rigolait finalement et parfois on passait sur d'autres personnes, mais ça reste quand même dans un cercle qui est la famille Eh oui. où, quelque part, Ouais. la charrier, c'est bien, Ouais. mais il faut doser. Et maintenant que vous êtes père, c'est quelque chose, auquel vous pensez quand vous éduquez votre enfant? Vous faites attention aux mots que vous employez, peut-être aux remarques, Évidemment. que font les autres aussi? Vous recadrez Évidemment. peut-être, Plein de choses. C'est fou, hein, mais ouais, je fais attention à tout ça. C'est-à-dire que mes enfants, il y a plein de choses, même quand on essaye de les prendre pour, les attraper, pour leur faire un bisou, tout ça, ma fille, je lui ai appris, si, tu n'es pas d'accord avec ça, tu ne le fais Ah! pas. Donc elle dit bonjour, c'est Mmh. obligatoire. Je dis bonjour, C'est la base. je dis au revoir, je dis merci, OK. mais je suis pas obligé de faire un bisou ou un câlin à quelqu'un. Vous lui apprenez le consentement, en Bien, fait. quelque part, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'amis, filles qui ont vécu des choses, et aussi je l'apprends aussi à mon garçon. Attention, j'apprends à mon garçon à bien se comporter. Comme, quelque part mes sœurs m'ont appris, Mmh. je l'ai appris à travers mes sœurs, à travers, mes amies femmes, qu'il y a des choses qui dérangent. Donc, du coup, c'est comment expliquer déjà Ouais. à des tout petits et après ça rentre, naturellement dans leur, manière de faire. Mmh. J'ai des photos à vous proposer maintenant, Issa Doumbia. Je vais vous les montrer et Mmh. puis ça va susciter ou pas une réaction. La première, la voici. Il s'agit de Jimmy Kimmel, qui est Mmh. humoriste, Oui. acteur, animateur, lui aussi, américain sur ABC. Il s'est attiré les foudres du camp Trump en accusant la droite américaine d'avoir instrumentalisé le meurtre de Charlie Kirk, qui est un influenceur controversé. Mmh. ABC l'a suspendu pendant un temps de l'antenne. Il a suspendu son émission. Il a fini par revenir, mais lui pense qu'il y a une vraie menace pour la liberté d'expression aux États-Unis, et notamment pour des gens qui font son métier. Est-ce que vous, aujourd'hui, en France, vous pouvez avoir cette peur-là qu'un jour on atteigne la liberté d'expression des humoristes comme vous et des animateurs comme vous? Est-ce qu'elle est menacée, cette C'est liberté? déjà le cas. C'est déjà le cas. On peut pas faire des vannes sur tout et c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que on va, commencer à faire une vanne, il y a tout un groupe qui va, c'est pas que politique, hein, je pense que c'est vraiment un état d'esprit, sur
tout le monde, sur tout le pays, où on peut plus trop titiller tout le monde. Ah, vous le sentez déjà, vous? Depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on va faire une vanne sur, je sais pas, une femme, ça va être quelque chose, sur un noir, ça va être quelque chose, sur sur un genre. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui où c'est très sensible, sur une religion, sur quoi. Alors qu'en vrai, si on prend du recul, après, ça dépend vraiment comment c'est fait. Ouais. C'est-à-dire, si on prend du recul, on se dit c'est de l'humour. Une deuxième photo, il s'agit de Nicolas Demorand, journaliste animateur sur France Inter, qui a dévoilé sa bipolarité et qui a secoué un peu le débat public sur la santé mentale. Il a osé dévoiler l'intime. Et je vous en parle parce que vous avez dit que dans votre famille, on ne parlait pas des sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais en tout cas qu'il y avait cette forme de pudeur. Vous sentez que l'époque aujourd'hui est un peu plus au dévoilement de soi et de l'intime. Ça vous gêne, ça vous va, ça vous libère aussi peut-être d'un carcan familial où vous n'aviez pas le droit de parler de vous et Est-ce de l'intime? que ça me libère En fait, je crois que moi, ça a vraiment basculé quand j'ai perdu mon papa et quand j'ai eu mes enfants. D'accord. C'est-à-dire que je veux pas que mes enfants se disent des choses qui n'ont pas. Enfin, essayent de trouver des justifications à des choses qu'ils ne savent pas. Donc, j'ai envie de leur dire un maximum de choses avant de partir, parce que je ne sais pas quand je partirai. Donc, j'ai envie d'être le plus honnête avec eux, le plus fluide, qu'ils comprennent beaucoup de choses et qu'ils ne soient pas dans le regret de quelque chose. Moi, je n'ai pas de regret avec mon papa. J'ai vécu tout ce que je voulais avec mon papa. Donc, quelque part, je suis comblé de ce côté-là, de me dire, ouais, bah, j'ai pas de regrets, c'est la vie. Quelque chose, quelque chose, enfin, une page se tourne, mais il est toujours là pour moi. Mais j'ai pas de regrets. Je me dis pas, ah, j'ai pas fait ça avec lui, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. J'ai voyagé avec lui, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup partagé. Il m'a donné une éducation que je le remercierai toute ma vie, et enfin, lui et ma mère, mais vraiment, c'est des choses que j'ai pas de regrets sur ça. Issa Doumbia, j'ai une dernière question qui est en lien avec le décor qui nous entoure. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement, qui vous caractérise peut-être, ou que vous avez envie d'atteindre? Bah, il y en a 3. Ah oui, mais alors, allons-y. Bah, l'éloquence, ça fait partie de tout ce que je fais. Donc, ça me parle. La justice, j'aime pas l'injustice. J'aime pas quand les gens souffrent et qu'on leur donne pas les possibilités, les moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se défendre, tout ça. Et la sagesse, je dirais aujourd'hui. Je dirais, ouais, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Je sais ce que je veux plus. Et ouais, ça m'aide à être plus stable, tranquillement. 3 vertus pour Issa Doumbia. Alors 3, pas une, 3. Ouais. L'autre, c'était la prudence. Bah, la prudence, bah oui, je préfère être plus cool à la maison. Donc, en vrai, tout me parle. Il change, Issa Doumbia. Merci en tout cas. Bah, merci, d'avoir c'est été déjà notre fini. invité. C'est déjà fini, Mais non, c'est passé on vite. reste encore. Restez encore un peu le temps du générique. Merci à vous. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr et en podcast. À On très en fait vite. une deuxième. Allez. Vite.